Il y a 12 ans, j'ai découvert un peu par hasard, dans une bibliothèque à Singapour, un auteur qui avait écrit en 1973 une technique incroyablement simple pour prendre de meilleures décisions à tous les coups. Aujourd'hui, je vous partage cette technique qui m'a profondément aidé et qui malheureusement est quasiment inconnue. Alors depuis 12 ans, bien sûr, j'ai fait mon lot d'erreurs comme tout le monde. Mais sur les décisions qui m'ont été les plus difficiles, cette technique a littéralement changé le cours de ma vie. Par exemple, elle m'a permis de partir voyager plus d'1 an en autofinancement, de choisir de quitter les Antilles pour venir vivre à Paris, de refuser une promotion alléchante qui ne se refuse pas parce qu'elle ne convenait pas à mon mode de vie, de réorienter la stratégie de mon entreprise après un échec qui m'avait fait mal. Si aujourd'hui vous êtes comme 99% des personnes, quand vous êtes face à une décision importante avec de l'enjeu, soit vous la prenez de manière impulsive, soit vous la prenez à l'instinct, soit vous faites une analyse. Par exemple, si vous hésitez entre 2 appartements à acheter, vous allez faire les pour et les contre sur chaque appartement. Enfin, pour beaucoup, la décision avec de l'enjeu ne se fait pas vraiment. Souvent, on va avec l'option qui est la plus populaire, la plus communément admise comme étant une solution ok, correcte, même si ce n'est pas la solution qui est parfaite pour vous. Je prends l'exemple, par exemple, d'un étudiant qui fait ses études à Paris et qui derrière va travailler à Paris pendant plusieurs années, juste parce que c'est l'endroit où il est et qu'il n'a pas forcément pensé à remettre en cause le statu quo. Si vous voulez être parmi les personnes qui souhaitent prendre leurs décisions autrement, si ce qu'on appelle le design thinking vous intéresse, alors c'est peut-être le moment de faire le choix de vous abonner à cette chaîne. La technique de prise de décision dont on va parler aujourd'hui permet à votre esprit d'être plus au clair, moins confus, et donc elle vous permet aussi d'aborder des décisions qui font inconsciemment peur, qu'on a tous tendance à reporter encore et encore. Alors, si vous me dites « Oui, mais moi finalement, je n'ai pas tellement de décisions difficiles à prendre », eh bien une étude de 2017 a trouvé qu'il y avait en moyenne 35 000 décisions à prendre dans nos vies chaque jour. Évidemment, il y a beaucoup de décisions triviales dans ces 35 000. Quels habits porter ? Quoi acheter ? Une université américaine a défini d'ailleurs qu'il fallait plus de 230 décisions par jour, juste pour savoir ce qu'il fallait manger. Alors dans cette vidéo, on va s'adresser aux décisions où il y a un peu plus d'enjeux, comme par exemple, quand j'ai un message à faire passer à mon patron ou à un collaborateur, un message difficile. Quand je dois par exemple choisir entre démissionner ou demander un changement de poste dans la société dans laquelle je travaille. Quand je me pose la question de savoir si je vais déménager à la campagne, quand j'ai un projet, un side project, et que je dois décider si je continue, si je persévère ou si j'abandonne ce projet. Des décisions comme, tiens, il y a des informations qui sont très importantes, est-ce que je décide de les croire ou de ne pas les croire ? Par exemple, est-ce que je vais me faire vacciner ou non ? Pour qui vais-je voter ? Comment est-ce que je prépare le lancement de mon nouveau produit ? Ou encore une décision classique pour les entrepreneurs, comment est-ce que je vais trouver mes prochains clients ? Il y a un investisseur qui dit quelque chose que j'aime beaucoup. La vie, c'est juste une suite de décisions et tout ce qu'on peut faire, c'est les prendre. La mauvaise nouvelle, c'est qu'au cours de mes recherches pour cette vidéo, je me suis aperçu qu'il n'y avait aucune école, ni même aucune université qui ne proposait un cours en prise de décision, alors qu'on doit tout le temps en prendre dans la vraie vie. Une simple recherche Google montre que notre société délègue cette compétence-là aux parents plutôt qu'aux enseignants. Mais les parents, finalement, ils sont aussi démunis que les enfants. La bonne nouvelle, c'est qu'un homme n'est pas d'accord avec ça et il a essayé de changer les choses. Depuis 1973. Édouard de Bono est un chercheur maltais qui depuis près de 50 ans a développé une idée que je trouve absolument fascinante. Pour lui, intelligence et faculté de réfléchir sont 2 choses différentes. Si on fait l'analogie avec une voiture, que vous ayez un petit ou un gros moteur, vous pouvez apprendre à conduire. Et vous pouvez même apprendre à mieux conduire, à conduire très vite. Vous pouvez apprendre à conduire sur un circuit de course, si vous le souhaitez, pour aller vous entraîner. Le moteur, dans cette métaphore, c'est l'intelligence. Et les compétences en conduite, c'est la faculté de réfléchir. Et donc, réfléchir, c'est une compétence sur laquelle on peut travailler, une compétence sur laquelle on peut s'améliorer. Édouard de Bono, qui a développé cette idée, vient tout juste de passer l'arme à gauche à 88 ans au moment de cette vidéo. Alors simplement, mes hommages, monsieur de Bono, et tout simplement, merci. Alors, la technique dont on parle aujourd'hui, BIODA, c'est une proposition d'acronyme que j'ai adaptée en français qui est facilement mémorisable. C'est parti.
Étape 1. B comme but. C'est le moment où on va réfléchir au sujet de notre réflexion. Quelle est vraiment notre question? Quel est notre objectif à travers cette réflexion? Quel est le problème à résoudre? C'est le moment où on va éventuellement recadrer pour être sûr de traiter la bonne question. Je vous renvoie à ce sujet vers la vidéo que j'ai faite, la vidéo sur la technique des 5 pourquoi, qui s'inscrit pleinement dans cette première étape de l'objectif du but. C'est parti pour la deuxième étape. I comme information. Dans cette partie, on va commencer par évaluer nos sentiments, nos émotions, notre instinct, parce qu'on doit les considérer comme une source d'information. Passons maintenant aux informations un petit peu plus classiques. Vous serez d'accord qu'on vit dans un monde qui est complètement surchargé d'informations. Face à ce qu'on appelle l'infobésité, on doit faire le tri et s'assurer qu'on a suffisamment d'informations pour prendre une décision informée. Ou bien, au contraire, on doit faire un choix très vite, parce qu'on a une deadline par exemple, et donc on a seulement des informations incomplètes, partielles, et on doit faire un choix. Par exemple, un des points qui explique la réticence à la vaccination du Covid, non, pas de piqûre, hein, c'est impossible. Le besoin d'informations. Il y a des personnes qui ont besoin de beaucoup d'informations, et il y a des personnes qui vont se contenter de peu d'informations. Dans cette partie information, on va aussi considérer d'une part les infos disponibles, et d'autre part les infos qui nous manquent. Commençons par les infos disponibles. Il y a les bonnes infos et les infos de mauvaise qualité. Alors on va essayer d'en évaluer la qualité, selon si ce sont des faits, des opinions, des témoignages de notre premier cercle, de notre deuxième cercle, ou carrément une rumeur, ou bien une anecdote. Ou bien peut-être que ce sont des infos qui proviennent d'une étude, ou mieux, des infos qui proviennent de plusieurs études. Ensuite, on va se demander quelles sont les infos qui nous manquent. Qu'est-ce qu'on aimerait savoir, mais qu'on ne sait pas encore? Avec deux types de questions. Les questions pêche, on va à la pêche aux informations pour créer notre culture sur le sujet, et les questions tir. Est-ce que cette information est solide? Quel est le pourcentage d'effets secondaires graves dans ma tranche d'âge? Vous voyez des questions qui sont très précises. On passe à la partie suivante. C'est la partie O comme option. C'est l'étape qu'on appelle communément le brainstorming. Le but ici, c'est de faire grimper le compteur à idées le plus haut possible. Il est question à cette étape de créativité. Alors en France, on a cette caractéristique qu'on a tendance à être assez critique avec les autres et envers nous-mêmes. Et c'est très bien l'esprit critique. Mais l'idée ici, c'est de mettre au placard le juge qui est en chacun de nous. On va essayer de générer le plus d'options possibles, le plus d'idées possibles, sans se poser la question de savoir si ce sont des bonnes idées ou pas. Et on va pouvoir partir un petit peu dans tous les sens. Et on s'autorise à partir dans les sens. Pourquoi? Parce que derrière, il y a l'étape D qui va être plus rationnelle. Étape D comme développer les idées et décider. Alors qu'on ait 2 idées ou 10 idées, avant de décider laquelle est la bonne, on va développer ces embryons d'idées pour savoir si elles ont réellement de la valeur et si elles sont applicables. L'outil le plus connu pour développer une idée, eh bien vous le connaissez, c'est la liste des pour et des contre. Mais il ne faut pas s'arrêter là, on peut aller beaucoup plus loin. Le principe de cette étape, c'est d'améliorer les idées, de les rendre plus applicables, plus pratiques, plus acceptables par les autres. Il y a vraiment beaucoup à dire sur le sujet, et dans cette vidéo, je veux simplement vous proposer un moyen ultra simple de faire ce que j'appelle les pour et les contre améliorés. Vous prenez la liste des contre, des points faibles, de chaque idée, et en face, vous faites une colonne. Et vous vous posez la question suivante. Comment je peux minimiser les faiblesses de chacune des idées ou réduire leur impact? Ensuite, il y a la deuxième partie de cette étape D, c'est le moment où on va faire intervenir des techniques d'aide à la décision, d'aide au choix. Vous avez peut-être entendu parler de la matrice de décision. C'est une technique que j'aime beaucoup pour prendre une décision qui est plus élaborée que les pour et les contre. Et si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo sur les matrices de décision. Laissez-moi juste un petit commentaire pour que je sache si ça vous intéresse. On passe à la partie suivante, A comme action ou plan d'action. À cette étape, on va se poser des questions comme comment rendre la décision choisie plus applicable? Comment je peux la rendre plus pratique, plus simple? Quelles sont les différentes phases de mon plan d'action? Quelles sont les personnes à impliquer à chaque phase? Qui doit faire quoi et quand? Quelle est la prochaine étape? Si je résume les différentes étapes du BioDA, B comme but, I comme information, O comme option, D comme décision et A comme action. Pourquoi le BioDA ça marche? Vous savez bien, mais si vous savez bien, parce que quand vous avez une décision qui est difficile pour vous, il y a toujours plein d'aspects différents, il y a plein de manières d'aborder la question, et dans votre tête, tout ça, ça forme un bon gros sac de nœuds. Cette méthode, c'est un petit peu comme un projecteur qui éclaire une petite zone de la question à la fois. Le cerveau se concentre sur une seule chose, et ça tombe bien, parce que le cerveau, le multitâche, c'est pas tellement son truc.
Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez toujours la manière organique de prendre des décisions, quitte à avoir des idées qui partent un petit peu dans tous les sens, avec la tête un petit peu pleine? Ou bien est-ce que vous allez donner sa chance à cette technique qui non seulement va vous permettre de prendre de meilleures décisions, qui va vous permettre de les assumer, parce que vous saurez quoi répondre quand on vous demande pourquoi est-ce que tu as choisi ceci ou cela, et qui en plus va laisser votre esprit avec une sensation de clarté. Maintenant, c'est à vous d'essayer, et je vous laisse sur 2 points pour bien utiliser le Bioda. Tous les sujets de réflexion n'exigent pas le même effort aux mêmes endroits. C'est bien de passer en revue chacune des 5 étapes, mais par exemple, si le sujet de votre réflexion, c'est la question chaude du moment, vais-je me faire vacciner ou pas? Oula, question touchy. Eh bien, pour cette question, il y a besoin de clarifier votre but. Quelles sont les raisons sous-jacentes de ce questionnement? Il y a évidemment un gros besoin d'information, mais finalement, il y a peu de brainstorming et vous n'avez pas besoin d'un plan d'action. Vous devez surtout décider. Si ça vous intéresse, je peux partager mon Bioda sur cette question-là, et c'était pas le plus facile, je vous l'avoue. Le deuxième point à prendre en compte, c'est qu'il faut écrire son Bioda. Même si vous êtes sur une question compliquée, faites un Bioda en 5-10 minutes, et arrêtez-vous là. Un petit peu plus tard, vous le reprenez, vous le relisez et des idées vont venir. C'est ça qui est un petit peu magique avec cette technique, c'est de faire plusieurs passes. Il y a des idées qui vont venir en le relisant et vous allez enrichir votre réflexion. Vous pouvez utiliser un papier pour faire un Bioda. Un papier, un crayon, ça marche très bien, évidemment. Ou vous pouvez utiliser Twice, l'outil gratuit et tout simple qu'on a créé, qui propose plein de techniques de créativité et de prise de décision, et bien plus autour de ces sujets-là. Pour finir, je voudrais vous dire que j'ai échangé avec plein de gens sur ces sujets qui me passionnent, et c'est amusant de voir que tout le monde est relativement persuadé qu'il sait prendre des décisions et qu'il n'y a qu'une seule manière de faire. J'ai échangé avec des coachs qui sont persuadés que l'intuition, c'est la seule bonne manière de choisir. J'ai échangé à contrario avec des ingénieurs qui ne prêchent que la rationalité. Et cette méthode, le Bioda, elle prend le meilleur des 2 approches. Alors posez-vous et listez vos décisions latentes, celles sur lesquelles vous avez du mal à avancer, et essayez cette technique pour voir. Imaginez un petit peu la différence entre avoir sa tête remplie de choses à faire, de to-do list, où on hésite en permanence entre X, entre Y, et le mindset qui consiste à solder les sujets et à avancer de manière résolue. Sur 35 000 décisions par jour, ça fait assez vite une différence. Quand vous êtes au clair, résolu, déterminé dans vos choix familiaux, dans vos choix de carrière, de projet, vos choix de priorité, la manière de gérer votre temps et les personnes qui vous entourent, il y a un petit quelque chose qui se crée en nous. On est moins sujet au doute dans ce monde plein d'incertitudes. On se sent plus fort. Il ne vous reste plus qu'à donner un petit coup de pouce à cette vidéo si vous l'avez trouvée utile ou à l'envoyer à quelqu'un que ça pourrait aider. Et aussi à vous abonner car dans chacune des 5 étapes, on verra des techniques qui permettent d'aller beaucoup plus loin. Sur ce, je vous dis à bientôt.